BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour, bienvenue autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre, avec Jean-Marc Daniel. Comment l'Europe va sortir de cet épisode? Plus ou moins forte? J'ai tendance, alors je vais énerver Jean-Marc tout de suite, comme ça au moins le débat va... J'ai tendance à dire un peu plus forte. D'abord, la Commission a quand même su donner de la voix à plusieurs moments. On a ce commissaire français, Thierry Breton, qui est hyper actif, qui a été très actif sur le front de la stratégie vaccinale de l'Europe, même s'il y aurait beaucoup à dire, mais aussi quand même avec cette volonté d'agir vraiment sur le numérique et la manière dont l'Europe peut exister dans la régulation du numérique et notre faiblesse en tout cas en termes d'offres concurrentielles face aux GAFA, au moins avoir une réponse juridique efficace et pouvoir intervenir en amont et pas simplement en aval comme on le fait aujourd'hui avec les travaux de Madame Vestager à la commission, commissaire à la concurrence. Et puis, on a globalement une banque centrale européenne qui jusqu'ici a à peu près fait le job, comme on dit, nonobstant tous les effets pervers que l'on connaît, et on en parlera, on en parle dans un des défis autour de la question des inégalités. Et puis on a un couple franco-allemand qui, en dépit de cette mésentente cordiale, qui est quand même la réalité de ce couple franco-allemand depuis qu'il existe, depuis le traité de Rome, a su donner malgré tout des signes d'unité pour les dernières semaines d'Angela Merkel à la chancellerie. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le plan de relance a quand même été la démonstration qu'une unité était possible en Europe. On a émis les premiers eurobonds. Qu'on soit pour ou contre le fait d'ajouter de la dette européenne à de la dette nationale, l'émission de ces eurobonds a été un succès absolu, ce qui prouve qu'effectivement, en tant que test de crédibilité de l'euro, on peut dire que le test est sacrément bien réussi. Bon, après, on risque d'accélérer les cassures nord-sud, et quand on va se retrouver peut-être en 2025-2026 avec des niveaux de dette du simple au double entre la France et l'Allemagne, cette mésentente cordiale risque d'être un petit peu moins facile à vivre, et on a ce grand enjeu, à mon avis, pour l'Europe, au-delà de savoir si elle ressort plus forte ou moins forte, de savoir que si on va encore longuement réussir à vivre sous le même toit avec le même règlement de copropriété, quand on aura 60% de dette sur PIB en Allemagne et quand on aura 120% de dette sur PIB en France. La question qui va se poser de manière assez immédiate, que fait-on en termes de règles budgétaires futures? Ok, on enterre les règles TSCG, on enterre les fameuses règles que vous connaissez tous sur la dette et le déficit, mais que mettons à la place? Est-ce qu'on met une règle commune? Est-ce qu'on met des règles individuelles pays par pays? Ça va être l'un des grands enjeux, à mon avis, européens de la sortie de crise. Jean-Marc Daniel, est-ce que tout ce que j'ai dit vous a ulcéré? Oui, en partie. Je Oui, pensais. D'abord, sur le fait d'enterrer les règles du TSCG, je crois qu'elles sont plus pertinentes que jamais et que la plupart des pays sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire, il ne s'agit pas les 3% et les 60%. C'est le déficit structurel. C'est-à-dire avoir du déficit structurel égal à zéro et avoir un déficit conjoncturel qui se cale sur le cycle. Et puis, face aux événements exceptionnels comme ceux que nous venons de vivre, accepter une certaine dérive des comptes publics. En revanche, je pense que effectivement l'Europe va entrer dans une période un peu de paralysie, même si elle ne va pas être menacée dans son principe, parce que parallèlement à l'opération Covid, pandémie et tout ça, il y a eu quand même le Brexit, où les 27 ont montré une forme d'unité assez exemplaire. C'est absolument vrai. Inattendu même. Inattendu. Ouais. Il y a le travail certes de Michel Barnier, mais il y avait une volonté politique de tous les pays de continuer à faire vivre ensemble et de faire vivre cette opération, cette aventure qu'est l'Union européenne. Alors je crois que le grand danger, pour rebondir sur les éléments que vous avez mis en avant, c'est effectivement le fait que sur les 27 pays, il y en a 13, les 27 pays de l'Union européenne, il y en a 13 dont la dette publique est en dessous de 60%. Et il y en a 7 dont la dette publique est au-delà de 100%. J'ai le droit de deviner les 7. Et les 7, le 7, c'est le Club Med, si on rajoute la Belgique au Club Med, c'est-à-dire Grèce, Chypre, Espagne, Portugal, Italie, France et Belgique. C'est vraiment l'Europe des buveurs de bière et des buveurs de vin. Et des buveurs de vin. Et donc je crois qu'il y a un vrai problème et que dans ces 7, il y en a un qui est au centre des préoccupations des autres, c'est la France, parce que la France, non seulement est en déficit, mais en plus elle se montre assez arrogante, assez désinvolte vis-à-vis de l'ensemble des interrogations des autres pays. Et donc je pense que là, il y a un vrai problème qui va se poser à court moyen terme. Premier émetteur de dette de l'Europe, la France, cette année. Emmanuel Le Chypre, une Europe plus forte, moins forte? Moi ça m'amuse parce que là vous êtes un peu sur des discours de cours de récréation quoi. Moi la France, moi l'Allemagne, moi l'Italie, mais franchement c'est pas ça les vrais enjeux. Les vrais enjeux c'est de savoir si l'Europe va pouvoir continuer à exister en tant que puissance économique, technologique, financière face aux États-Unis et face à la Chine. Et la réalité c'est que cette crise nous a considérablement affaiblis. Elle nous a affaiblis sur le plan technologique. On a vu que sur tous les sujets on était en retard. Et puis alors surtout moi ce qui me désespère, c'est que en fait à chaque fois on nous dit ah oui mais chaque crise est l'occasion d'un approfondissement de l'Union européenne
européenne, mais à chaque fois on se tire des balles dans le pied, c'est-à-dire qu'on prend toujours les mauvaises décisions. On nous a dit la crise de 2008-2009, formidable, l'union bancaire, etc. La réalité c'est que l'union bancaire, on a mis les banques européennes à genoux, et ce sont les banques américaines qui sont devenues les grandes banques du monde. Il n'y a plus une banque d'investissement européenne qui compte quasiment aujourd'hui. On est incapable de faire ce qui serait indispensable pour assurer la souveraineté économique, technologique, financière de l'Europe, c'est-à-dire l'union des marchés de capitaux. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà. Non, on n'y arrive pas. Et donc on n'y arrive pas. Et donc sur la technologie, on a beau essayer d'envisager des réglementations. Ah, ça pour les réglementations et les nouveaux impôts, on est très fort. Mais les technologies, on ne les invente pas non plus. Donc moi je suis extrêmement pessimiste. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui pourrait changer le fonctionnement de l'Europe, c'est la fin de cette foutue règle de l'unanimité. Tant qu'on prendra les décisions à l'unanimité, on ne s'en sortira pas. Et comme ce sera impossible de faire changer cette règle, eh ben je ne sais pas comment ça finira, mais ça ne finira pas bien, probablement. Je suis toujours très surpris que l'on compare les États-Unis, la Chine et l'Europe en disant que l'Europe va mal, sachant que l'Europe est l'endroit où il y a le plus d'excédents commerciaux, que la Chine arrive difficilement à équilibrer ses comptes et que les États-Unis vont faire 4% de leur PIB en déficit extérieur cette année. C'est bien, il y a débat. Ouais. Enfin, on ne juge pas, Jean-Marc, que la puissance d'une zone géographique à la mesure de son déficit commercial. On y mesure moins sa compétitivité et donc sa capacité à produire et à innover. La règle de l'unanimité, c'est l'enfer. Non mais ça, on est tous d'accord là-dessus. C'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.